Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est pas dans le bon sens. Avant de commencer, on remercie tous les sponsors qui nous permettent d'être ici et de partager la passion de l'agilité. Donc merci à eux. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le User Story Mapping. C'est quelque chose que j'ai découvert dans mon métier de PO il y a 6 ans quand j'ai démarré. Donc moi c'est Antoine Bertin, j'ai été développeur, QA, récemment Scrum, enfin, j'ai un peu fait plusieurs casquettes. Et tout au long de ma carrière, j'ai pas beaucoup vu de méthodes visuelles comme le User Story Mapping. Et quand j'ai découvert cette méthode, lorsque j'ai démarré mon métier, ça a un peu révolutionné ma façon de travailler. Avant, j'étais, comme beaucoup de gens, je pense, du Word, de l'Excel, du PowerPoint, ou les variantes de Word, Excel, etc., euh, Confluence, etc. Ça marche très bien. Le souci, c'est que vous rédigez le document, vous savez ce qu'il y a dedans, mais les personnes qui le lisent, ben, ça fait 4, 5 pages, etc. Ils n'ont pas envie. Donc ils lisent en diagonale. Donc vous avez délivré un message, mais ce message-là, vous n'êtes pas sûr qu'il soit bien réceptionné. Et souvent, vous êtes là, dans des points, à expliquer, essayer d'aligner la vision, parce qu'on ne se comprend pas. Il y a les paragraphes qui sont là, qui mettent un peu de subjectivité dans les choses. On rend les trucs complexes, parce qu'on va mettre plein de puces, plein de bullet points, etc., pour rentrer tout de suite dans le détail. Et quand j'ai découvert l'user story mapping, on n'était plus dans ce cadre-là, c'était tout de suite beaucoup plus parlant, impactant, et j'ai essayé de l'utiliser au maximum. Donc j'espère que à la fin de cette conférence, vous allez vous aussi l'utiliser un peu plus si vous ne l'utilisez pas. En tout cas, c'est mon objectif qu'on soit de plus en plus à passer par cette méthode. Ma conférence va se dérouler en deux parties. La première, je vais vous parler du user story mapping en tant que tel. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail, même si on va en discuter pendant un petit quart d'heure. Et ensuite, on va parler, ce qui moi m'intéresse le plus, parce que vous trouvez tout sur Internet, hein, c'est OK, on a fait un user story mapping, et qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il meurt dans son coin, comme un énième document, ou on peut l'utiliser dans d'autres phases? Donc c'est ce que je vais vous montrer avec un cas, comment moi j'utilise un user story mapping tout au long du cycle de vie d'un projet, et que ce n'est pas un énième document qui me sert au début. Avant d'expliquer un peu ce qu'est l'user story mapping, levez la main les personnes qui ont déjà utilisé un user story mapping. Alors là, je ne m'attendais pas à avoir autant de mains. Et combien on l'utilise fréquemment? C'est-à-dire, je suis sympa, un projet sur 3. Voilà. Donc je pense qu'on est tous un peu tombés dans le cas. On fait user story mapping, c'est joli, ça demande un peu de temps et puis ça meurt dans son coin. Donc le coup d'après, le projet est pas très long. Tant pis, on va faire sans. Et à force, on l'utilise jamais. Pour ceux qui n'ont pas levé la main et ceux qui l'utilisent pas fréquemment, qui ont peut-être oublié, un user story mapping, c'est une méthode visuelle qui va vous permettre de cartographier l'ensemble des fonctionnalités d'un processus utilisateur. Et en plus, vous allez l'ordonnancer de façon chronologique et de façon hiérarchique. Donc ça va vous donner une matrice de lecture beaucoup plus pertinente qu'un Word qui est séquentiel. Quand je dis processus utilisateur, forcément, on démarre par un utilisateur. Donc le user story mapping démarre par un persona. Alors si vous êtes dans une entreprise mature en agilité, vos UX ont sûrement fait des personas, donc utilisez-les, c'est le plus pertinent. Sinon, mettez ce que vous avez, des rôles, des utilisateurs, peu importe. L'important, c'est d'avoir un humain. Parce que cet humain, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir besoin de réaliser des activités pour dérouler son processus métier. C'est la seconde partie du user story mapping. On va lister les activités que doit traiter l'utilisateur. Donc, dans mon exemple, là, c'est un utilisateur, mais vous pouvez en avoir plusieurs qui sont impliqués. Ces activités, on aime bien découper, c'est plus lisible. On va les découper en sous-activités. Alors, des fois, j'appelle ça étapes. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez.
Et ces sous-activités, comme les activités, vous les ordonnancez chronologiquement. L'activité que l'utilisateur doit faire au début et celle qu'il doit faire à la fin, sans notion d'importance. Okay. Un autre élément du user story mapping, il n'y en a plus beaucoup, c'est les tâches. Moi j'appelle ça tâche, on peut appeler ça user story, fonctionnalité, je mélange un petit peu en fonction des contextes. J'essaie plus souvent possible de m'éloigner de la notion de user story quand je suis dans l'atelier, parce que quand on dit user story, les gens pensent à solution. Et on va déjà se prendre la tête à dire « Ah oui, mais c'est une liste déroulante. Ah non, mais ça, c'est un carrousel, etc. » On n'en est pas là. Est-ce qu'on veut l'info? Oui ou non? Ça suffit à ce moment-là. Donc ça évite des débats. Donc voilà, en fonction de ce que moi je vois avec mon groupe d'atelier, j'utilise Tâche ou User Story. Voilà. Sur Internet, vous trouvez plutôt des User Story un peu opérationnels. C'est une sorte de vue Jira, très User Story, avec les releases qui sont rattachées, etc. Moi, je n'utilise pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Je préfère rester à un niveau cadrage. Il me sert à cartographier mon projet, qu'est-ce que je veux faire à l'intérieur. Donc on liste les tâches de haut en bas, la tâche la plus importante pour réaliser l'activité à la tâche la moins importante pour réaliser l'activité. Ce qu'on aime bien rajouter, enfin moi ce que j'aime bien rajouter quasi systématiquement, c'est le niveau stratégique, le bloc de priorisation, MVP, MMP, MLP, pour une meilleure lecture. Alors, je ne suis pas certain que tout le monde est familier avec ces acronymes, donc au cas où, MVP, mon anglais est nul, hein, Minimum Valuable Product, lié au User Story. Ça signifie que toutes les tâches que vous avez en MVP sont indispensables pour la réalisation de l'activité. C'est quelque chose de binaire. C'est oui ou non. C'est si je ne peux pas faire cette tâche, mon activité est KO. Je ne pourrai jamais la faire. On n'est pas là à dire ah oui, mais ça va être long, ça va être compliqué, etc. C'est binaire. Sans ça, mon activité est KO, je ne peux pas faire. Donc c'est du MVP. Normalement, il n'y a pas beaucoup de débats. Quand on n'a pas l'habitude, il y a du débat, mais normalement, il n'y en a quasiment pas. Sans ça, de toute façon, le projet ne peut pas sortir. Donc ça s'arrête là. C'est souvent la version bêta, concrètement. Hein. Vous voulez collecter de l'information au plus tôt. C'est galère à utiliser, mais au moins, vous récupérez des données et vous envoyez le plus tôt possible les informations. C'est ce qui compte. Le MMP, c'est les Minimum Marketable Product. C'est toutes les fonctionnalités que vous allez mettre dedans vont enrichir votre produit, vont l'optimiser, vont aider l'utilisateur à simplifier cette activité, mais ne sont pas indispensables. Okay. Donc c'est ici globalement que vous avez vos lots qui sont réellement commercialisables, qui ont de la valeur, qui peuvent être vendus, être utilisés à un plus grand nombre. Et enfin, on a le MLP ou le nice to have, c'est les effets waouh, les effets gadgets. C'est tout ce qu'on veut rajouter qui ne sont pas utiles à l'activité, mais qui ont un intérêt, il ne faut pas négliger, hein, c'est un intérêt stratégique, puisque ça peut vous démarquer de la concurrence, ça peut aussi fidéliser vos utilisateurs, c'est un truc gadget, il y a que 10% qui l'utilisent, ok, mais ces 10%-là l'adorent et vont promouvoir votre produit. Ils vont le sponsoriser, etc. Donc il ne faut pas le négliger, il ne faut pas toujours rester au MVP, il faut un petit peu chouchouter certains personas. Donc c'est plus intéressant d'avoir des personas que des rôles parce qu'on comprend ce qu'ils veulent et du coup c'est plus simple ensuite de choisir. Voilà pour le user story mapping. Il n'y a pas plus. Et ensuite, ok c'est joli, mais à quoi ça me sert exactement? Alors j'ai essayé de mettre 2-3 points. Globalement, le plus important c'est une vision globale. C'est que très rapidement, sans savoir ce que j'ai mis dans mes tâches, juste en lisant les grandes lignes, je sais les personas impliqués dans mon projet, je vois le parcours utilisateur, j'ai mon workflow qui est décrit, et j'ai le volume de travail que va devoir traiter l'équipe de dev. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, j'ai mon niveau de risque. Plus j'ai de tâches dans les MVP, plus mon projet est risqué parce que j'ai besoin de faire tout ça pour qu'il soit utilisable. Donc si vous avez un projet avec peu de MVP et beaucoup de choses en plus,
bah, il est cool. Très vite, vous allez récupérer des données, vous allez pouvoir l'enrichir. Si à l'inverse, vous avez quasiment tout MVP, c'est un projet extrêmement risqué parce qu'il vous faut tout ça, il faut faire tout ce travail pour l'exploiter. Donc moi, c'est ce que j'aime, c'est très rapidement, on a une vision du projet. La priorisation est simplifiée. On a la vue chronologique, la vue hiérarchique, la vue utilisateur. On a un croisement d'informations qui nous permet de prioriser comme on souhaite nos sprints, notre cadrage, etc. L'alignement des parties prenantes, je vais l'expliquer juste après. Un user story mapping ne se fait pas dans son coin, on le fait en atelier. Donc si vos parties prenantes sont dans l'atelier, bah, comme ils travaillent avec vous, forcément, ils adhèrent et ils ne vont pas se contredire, donc ils sont raccords, ça va être plus simple. Et s'ils ne sont pas dans l'atelier, ce n'est pas bien grave. Quand vous allez communiquer le user story mapping, bah, ils vont avoir une vue très simplifiée. Ils ne vont pas lire en diagonale votre Word, etc. Ils vont le lire plus facilement. Du coup, ils vont moins interpréter les choses. Il y a moins de levées de boucliers qui vont se faire. Et même s'il y a des levées de boucliers, c'est simple à mettre à jour. On peut vite se mettre d'accord. Ça va être beaucoup plus simple. Et j'ai mis flexibilité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'évite de parler d'user story pour éviter de rentrer tout de suite dans la solution. J'aime bien que les équipes soient autonomes, PO, Dev, etc. Et lorsqu'on décrit précisément, ça va être une liste déroulante de telle couleur avec 4 champs, etc., ben, on est déjà bloqué avant de démarrer le projet. Du coup, s'il y a des changements à faire parce qu'au bout du deuxième sprint, on s'est rendu compte que ce qu'on avait pensé ne marche pas tout à fait, on est obligé de reconvoquer la terre entière en disant bon, on avait dit ça, mais en fait, on ne pourra pas, etc. C'est pénible. Alors que si on s'est mis d'accord, c'est cette information qui est importante. Le comment, c'est le boulot des devs de le faire, c'est pas au-dessus de décider. Eh ben, c'est plus facile. On est toujours raccord, il faut cette info, je la déroule, sans forcément toujours mettre à jour les gens. Et en plus, c'est facile à mettre à jour. Du coup ça c'est cool. Le dernier point sur le user story mapping, après on rentrera dans un cas. Donc elle est un peu longue cette slide. Le cadre. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on le fait en atelier et en petits groupes. Plus vous êtes nombreux, plus ça devient compliqué. Si vous êtes un ou deux, vous n'allez pas avoir énormément d'idées. 3 à 5, c'est très bien. Dedans, il vous faut un expert métier. Même si vous êtes expert sur le sujet, prenez quelqu'un d'autre. Je vais l'expliquer au point 3, mais prenez quelqu'un d'autre et ne prenez qu'un seul expert métier. L'expert métier, lui, va vous apporter de la crédibilité dans le projet, va vous assurer que vous avez bien tout cartographié, qu'on n'a pas loupé des choses très importantes. Il garantit un petit peu votre projet et il rassure les gens qui travaillent dessus parce qu'il peut apporter, expliquer des choses qu'on n'a pas. Le problème de l'expert métier, c'est que c'est un expert. Du coup, il connaît beaucoup de choses et il nous perd très vite. Donc si vous en mettez deux, eh ben, guerre de clochers, ils vont discuter entre eux, ou même s'ils sont d'accord, ils vous déconnectent. Et vous, si vous ne maîtrisez pas le sujet, vous êtes un peu largué. Et si vos autres participants ne le maîtrisent pas, ils sont largués. Du coup, vous avez un atelier qui n'est pas très dynamique et qui va générer un user story mapping beaucoup trop complexe. Parce qu'on va mettre que des exceptions, 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 sans rester un peu générique. Donc l'expert métier il est indispensable, mais à petite dose. Ce que j'aime bien rajouter, c'est un non-sachant. Déjà, le non-sachant, il va jouer le rôle de némésis auprès de l'expert métier. Comme il ne connaît pas trop le sujet, il est un peu naïf sur le sujet, c'est ce qui est intéressant, il va l'empêcher à rentrer dans des cas super compliqués. Parce qu'il voit que, bon après ça dépend des experts métiers, il y en a, ils ne sont pas très intéressés, mais sinon il va bien voir que la personne ne maîtrise pas le sujet, donc il ne va pas parler pendant un quart d'heure sur l'exception, etc. Donc normalement, la plupart du temps, l'expert métier, il va un peu plus mollo. Et le non-sachant, lui, il va vous apporter un œil neuf. Si vous prenez des gens qui connaissent un peu le métier, c'est un peu comme ça, on reproduit ce qu'on connaît. Donc ils vont reprendre un petit peu les outils qu'ils aiment bien et on va commencer à faire un copier-coller d'outils. Si vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas, déjà il va poser des questions qui vont un peu vous perturber, vous faire réfléchir. Et en plus, il va éviter de faire comme le logiciel d'avant. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors quand j'appelle non sachant, moi j'ai pris une personne qui venait du service comptabilité, qui ne maîtrisait pas le produit, et une fois j'ai pris l'hôtesse d'accueil de l'immeuble,
Tant que le manager est d'accord de laisser du temps à cette personne et qu'elle est OK, on y va. En plus de ça, si vous êtes dans des projets où la transformation a un impact pour l'entreprise, bah, plus vous prenez de personnes en dehors de l'IT, plus vous fidélisez un petit peu tout le monde sur ce gros projet auquel vous participez, parce qu'il n'y a sûrement pas que vous, il y a d'autres équipes. Donc plus vous faites participer des gens, moins vous avez de détracteurs, forcément. Le user story mapping, c'est des post-it qu'on pose, activités, tâches, etc. On doit tout le temps commencer par des verbes d'action à l'infinitif. Donc si vous commencez à mettre des consultations, génération, quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. Je l'ai fait, je le regrette, je ne le referai plus. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisserai découvrir si vous êtes joueur et joueuse, mais je vous le déconseille. Restez sur des verbes à l'infinitif. Et des verbes d'action, donc n'utilisez pas avoir, être, etc. Et soyez le plus précis possible. Donc gérer, on oublie. C'est un fourre-tout, on ne sait pas ce que ça veut dire derrière. Donc soyez le plus précis possible. Et le dernier point qui rappelle un peu celui-là, c'est animé par le product owner. C'est un user story mapping, il est pour vous essentiellement. Si vous commencez à participer pleinement à cet atelier, vous allez le cannibaliser. Vous allez monopoliser la parole. Les gens vont se dire bah, je travaille pour lui et ça va être pénible. Vous, concrètement, quand vous faites un user story mapping, vous faites confiance, vous déléguez le cadrage à un groupe de personnes. Si le sujet est compliqué, vous le découpez, vous faites 3, 4 groupes, et vous fusionnez le tout, peu importe, mais évitez de participer. Ça ne vous empêche pas de quand même de donner des idées. Vous êtes là un peu pour dynamiser les gens, faites l'avocat du diable. S'ils ont oublié une activité, ah mais cette activité-là, on ne devrait pas la traiter, etc. Bah, boostez-les, mais monopolisez pas la parole. Donc souvent, c'est moi qui initie les premières activités, les premières tâches. Il faudrait faire ci, faire ça, pour débloquer un peu la parole. Et ensuite, les gens, ils enchaînent. Donc voilà pour le cadre, ce qui me semble le plus important pour vous éviter des soucis. Et au niveau du déroulement, j'ai mis 4 phases. La première, c'est que vous allez avoir un projet, vous allez travailler un peu en amont, et vous allez venir, ce que j'appelle une fiche projet, une fiche d'identité du projet. C'est les informations importantes à communiquer. Donc souvent, on met l'objectif, le périmètre, les contraintes et les personas impliqués. Vous mettez tout ce qui vous semble utile pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Okay. Quand vous avez préparé ça, vous l'emmenez à l'atelier, l'atelier démarre, vous présentez le projet, l'atelier démarre à ce moment-là, c'est-à-dire que la discussion démarre. Ce n'est pas une information que descendante. Si quelqu'un n'est pas d'accord ou ne comprend pas les contraintes, etc., l'échange se fait et vous mettez à jour votre fiche. Une fois qu'on est d'accord, on passe à l'idéation, c'est du brainstorming. On remplit le mur de post-it, on refait la terre entière, on rêve, on y va, hop, c'est parti. Une fois que ça c'est fait, retour à la réalité, on fait le ménage, on enlève les post-it qui sont identiques, on déplace, ça c'est pas une tâche, c'est plutôt une activité, ou là mais il y a trop de tâches dans cette activité, on va créer des sous-activités, etc. Voilà, vous le rendez propre. Et une fois que c'est fait, vous passez à la phase de priorisation. La priorisation, c'est vous allez trier vos tâches de la plus importante à la moins importante. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de débats. Et ensuite, vous allez les regrouper en MVP, MMP, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de débats. Souvent, je suis obligé de faire un second atelier pour parler de cette priorisation. On n'a pas le temps de tout faire forcément dans le même atelier. Donc, je le découpe. Ça permet à la fois de revenir sur ce qu'on a fait, et puis on se pose des questions, mais pourquoi on a fait ça? Donc, on met un petit coup d'idéation au passage. Voilà. En tout cas, une fois que vous avez fini la priorisation, vous avez fini votre user story mapping. Sauf que j'ai rajouté une dernière étape parce que c'est la plus importante. Le peu de PO qui ont utilisé que j'étais au courant qu'ils utilisaient des user story mapping, le gardaient pour eux. J'ai jamais vu la tronche de leur user story. Parce que je trouve ça très dommage. Déjà, vous avez fait venir des gens qui ne sont pas forcément de votre service pour mettre en valeur leur travail, leur donner envie de revenir. Donc, communiquez à minima à vos managers, à vos sponsors, à leurs managers, le travail qui a été réalisé. Et si vous pouvez diffuser le plus large possible, faites-le.
plus vous allez avoir de feedback, plus il y a des gens qui vont venir commenter ce que vous avez fait, bah mieux c'est. Vaut mieux le savoir maintenant qu'à la deuxième démo où quelqu'un dit oui mais ça, pourquoi on fait ça et pas ça ah, c'est peut-être un peu trop tard. Donc voilà, c'est mieux d'avoir le maximum d'informations au début. Et puis voilà, c'est tout. On arrive à la seconde partie qui m'intéresse le plus, c'est l'utilisation de ce User Story Mapping. Donc je vous ai fait très schématiquement une fiche projet. On va faire un nouvel outil RH de planification d'absence. Voilà. Normalement, ça parle à tout le monde part en congé. En périmètre, on gère les demandes d'absence planifiables et on gère le workflow de validation. Bon, pourquoi pas, c'est le périmètre. J'aime bien rajouter le hors périmètre parce que les mots incluent une subjectivité, une interprétation. Et moi, mon expert métier, planifiable, il va se dire ah ben j'ai je connais rien, quelques types d'arrêts maladie qui peuvent être planifiables dans certains cas. Donc dans sa tête, lui, il le voyait déjà là-dedans. Donc au moins le hors périmètre, il est clair. Moi, je considère qu'on ne va pas gérer ça. Donc la discussion peut s'enclencher avec l'expert et finalement, on va se mettre d'accord sur oui ou non. Voilà, on indique un petit peu tout. Et ensuite, on va indiquer les contraintes. Donc beaucoup de gens sont frileux à être transparents, mais toute information qui vont influencer votre niveau de priorisation de décision doit être communiquée. Sinon, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes parti sur tel endroit ou tel endroit. Indiquez-le au maximum du possible, en fonction de la stratégie, etc. Indiquez-le. Donc là, j'ai mis des exemples un peu bateaux. Attention, il faut que ça marche sur mobile et PC. Ok, ah, d'accord, on avait tout le temps l'habitude de le faire sur mobile. Et non, attention, on a une contrainte, il faut que ça soit sur PC aussi. Ça va influencer l'atelier, il faut qu'il pense aux personas qui sont sédentaires sur PC. Et c'est bien de le savoir tout de suite plutôt qu'en plein milieu d'atelier. Et le budget, voilà, j'ai mis des euros, on peut mettre des jours Rome, vous mettez ce que vous voulez, peu importe la contrainte. Mais voilà, au moins on est au courant, attention, j'ai pas beaucoup d'argent pour traiter ce sujet. Voilà, toutes les informations utiles pour l'atelier, mais aussi quand vous allez le communiquer, parce que si les personnes lisent et ne savent pas pourquoi vous avez fait ça, ok, il est joli, User Story Mapping, mais si j'ai pas la fiche projet qui me dit pourquoi on a fait ça, on va pas tout comprendre. Et enfin, les personas, ils vont vous influencer dans vos décisions, ils vont vous aider. Donc mettez-les. Et pareil, à discussion, on peut en rajouter quand on présente. Je vous ai dit un peu plus tôt, un user story mapping ne se fait pas tout seul. Comme j'étais tout seul à faire la conférence, j'ai triché, j'ai demandé à ChatGPT de prendre 3 personnes, de me restituer une discussion entre 3 personnes qui ont pour but de faire le user story mapping sur mon projet. Donc la discussion elle est très longue et j'ai ensuite restitué ça dans un Miro pour vous le présenter. J'ai corrigé quelques trucs qui étaient absurdes, hein, mais globalement j'étais plutôt content. Donc il m'a décidé de mettre Alice, Bob et Clara dans la discussion. Donc Alice démarre l'atelier et dit bon, alors, ce qui serait sympa, c'est que pour faire des jours d'absence, bah, j'ai besoin de savoir combien j'en ai, sinon je ne sais pas combien je vais en poser. Donc ok, on va rajouter le post-it, ajouter son solde de jours de congé. Ensuite, on a Bob, le développeur, qui dit ça serait super cool quand même qu'on puisse sélectionner les dates souhaitées sur un calendrier. C'est top le calendrier. Et on sélectionne on rajoute le post-it. Donc là, j'ai laissé ChatGPT tourner. Hein. Pour moi, ça marche pas. On est déjà dans la solution, on va un peu trop loin. Mais bon, il a décidé de faire ça. Je le respecte, je laisse. Ensuite, on a Alice qui renchérit. Ok, mais pour l'instant, on ne fait pas grand-chose avec. Ça serait bien qu'on soumette la demande. Donc, on rajoute le post-it. Et ensuite, on a notre experte qui vient, qui dit ok, mais moi, j'ai des congés spéciaux comme mariage, et j'aimerais bien un petit commentaire pour indiquer l'information, parce que sinon, j'ai des choses à faire particulier dessus, et j'ai besoin de ça. Ok, et ben on rajoute ce post-it. Etc., etc., etc. Voici joli user story mapping. Ne vous inquiétez pas, je vais zoomer. On peut voir que ChatGPT a généré ça.
Et globalement, le projet, il a quand même un niveau de risque non négligeable, hein. On a quand même 13 tâches en MVP et 8 en dehors. Donc pourquoi pas, on ne connaît pas encore le volume du travail à faire, mais il n'est pas anodin. Donc si je zoome un peu, on retrouve nos personas, nos activités, donc persona technicien de maintenance, responsable RH, planifier les absences, valider, puis à la suite, découper en sous-activités, étapes, et pour chaque étape, une liste de tâches. Pour les personnes aguerries, vous pouvez tout de suite remarquer, vous avez vos épiques et vos user stories. Demandez une absence, consulter et suivre ces demandes, vous avez toutes les épiques de votre projet qui sont là. Et vous avez aussi tout le squelette de vos user stories. En tant que technicien de maintenance, je souhaite l'action renseigner les dates de début et de fin d'absence, l'objectif afin de demander une absence. C'est un squelette basique dans ce cas-là, mais en tout cas, j'ai l'ensemble de mes user stories. Ce qui fait que quand vous communiquez votre user story mapping, bah mine de rien, quand les gens sont OK avec vous, vous n'avez pas encore ouvert Jira ou un outil, hein. Ils sont déjà d'accord avec votre backlog. Moi, je trouve ça super puissant. Donc, c'est plus facile de mettre à jour les informations ici que d'aller mettre à jour un bout de squelette dans Jira que vous avez commencé à rédiger. Si vous montrez la liste de tous les tickets, ça fait peur. Là, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc, moi, je trouve ça très puissant. Et globalement, quand vous êtes sur Internet et vous cherchez User Story Mapping, la fin est ici. On vous dit, voilà, vous avez fait ça, vous êtes les meilleurs. OK, c'est très utile hein, déjà. Mais moi, je suis un peu flemmard et j'aime bien éviter de trop travailler. Donc, je réutilise ce que j'ai déjà fait pour me simplifier la vie. Et du coup, je l'utilise dans d'autres cas. Je l'utilise, par exemple, pour macro-chiffrer avec mon équipe. Donc, j'utilise toujours des tailles de t-shirt. OK, donc je zoome un peu. Des tailles de t-shirt, je vous ai tout mis, même pas dans l'ordre, j'ai remarqué, mais tant pis. J'en utilise 3 ou 4. On est dans du macro-chiffrage, hein, donc je sais que certaines personnes y sont attachées. Mais un macro-chiffrage, c'est un mot joli pour dire pifomètre cadré, hein. Ça n'a pas plus de valeur. Ça nous donne une indication. On sait un peu si on peut le faire ou pas, mais ça n'a aucune valeur d'engagement. Donc quand on rappelle ça aux devs, tout de suite, ils sont un peu plus soulagés. Donc ils sont plus à l'aise de chiffrer. Et on a des petites bulles, c'est sympa, mais bon, les devs ont besoin de se projeter un peu plus. Donc quasi systématiquement, il y a du travail que je fais avant de leur présenter. Je reste dans du visuel, donc j'oublie toujours mes gros paragraphes d'explication. Je pars quasi systématiquement dans du BPMN. Si vous connaissez, vous voyez un flux d'activités se faire et c'est beaucoup plus lisible, ça reste visuel, on reste dans la thématique et moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Une fois qu'on a expliqué avec les devs un petit peu le projet, etc., on vient chiffrer et on a du coup une liste de sujets chiffrés avec des fois des incertitudes. En fait, c'est peut-être ultra facile si c'est un appel à machin. En fait, c'est ultra compliqué si ça vient de tel endroit. Donc, on met les incertitudes et on s'en sert comme on peut. Une fois qu'on a fait le macro-chiffrage, voilà, ça vous donne une indication supplémentaire. Globalement, de nouveau retour à la réalité. Ma contrainte de 25 000 euros que j'avais déjà une petite idée en voyant la tête de mon USM. Mais là, avec le chiffrage, j'ai des L qui se baladent, ça ne va pas passer. Donc, vous négociez le budget, vous appliquez toutes les stratégies que vous voulez pour que ça passe. Ou moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un de mes ateliers préférés, c'est le buy the features. Le buy the features, concrètement, vous allez convertir votre macro-chiffrage en argent. Donc attention, on ne tombe pas dans le piège, on s'amuse mais pas trop, on ne parle pas de jetons, etc. On indique du vrai argent, pas forcément cohérent avec votre projet, hein. Vous n'allez pas dire alors moi mon dev il coûte 400 euros, donc machin, donc je fais le calcul de bidule. Non, vous faites une correspondance un peu au pif, mais vous gardez des euros et des zéros. L'humain est comme ça. Si vous lui demandez, t'as 100 jetons, dépense-les, il va les dépenser plus facilement que si on lui dit t'as 100 euros. Tout de suite, il va être beaucoup plus regardant.
Donc, vaut mieux mettre des euros. Si vous êtes en atelier physique, imprimez des faux billets, donnez des faux billets. Hein, ça marche à chaque fois. Il y a plusieurs variantes. La variante la plus pertinente, j'ai ma contrainte de 25 000 euros. Je donne 25 000 euros à chacun. Je suis généreux. Je leur donne une consigne. C'est votre marché. Achetez ce qui vous semble pertinent. Attention, la maison ne fait pas crédit. Et je leur indique une autre particularité qui va m'être très utile. Attention, l'ordre d'achat va être regardé. Ça a une importance. Ça a une importance parce que du coup, ils vont chacun acheter, mettre dans leur panier ce qui intéresse. On va fusionner les achats communs. On va discuter des achats différents. Et l'ordre d'achat va beaucoup m'intéresser parce que moi, ordre chronologique, on commence l'activité, mon process par le technicien de maintenance qui doit faire ça et ça. Bah, j'allais commencer mes premiers sprints par faire ça et ça. Sauf qu'en fait, mes sponsors, mes PM, etc., ils ont tous commencé par acheter ça. Ah, en fait, pour eux, c'est ce qui est le plus important. Sauf qu'ils ne me l'avaient pas dit jusque-là. Ils ne me l'auraient peut-être jamais dit. Mais comme ils l'ont acheté, je me dis, OK, en fait, c'est leur attente. C'est là leur point de crispation. Ça va arriver, mais je sais que si je commence par ça, ça va être beaucoup plus facile de les embarquer avec moi pour la suite. Même si on a pris un peu de retard, c'est ça le plus important pour eux, ils vont être contents. Donc ça va m'aider, de nouveau, à prioriser, de combiner ça avec un buy the features. Une fois que vous avez ça, vous avez votre périmètre. Donc ça rassure tout le monde, c'est transparent. Vous avez vos 50 tâches qui ont été définies dans votre user story mapping et vous en avez acheté 30. C'est clair. Si vous mettez que ce que vous comptez faire, vous allez toujours avoir des gens qui vont dire « Ah oui, mais ça, on ne fait pas. Ah, mais ça, tu n'as pas pensé. » Si, j'ai pensé. On a décidé de ne pas le faire. On a préféré rentrer en profondeur dans les fonctionnalités plutôt que de rajouter un autre pan fonctionnel à notre produit. On a fait ce choix stratégique. Vous le savez, c'est marqué là. Il y a les contraintes qui expliquent pourquoi. C'est beaucoup plus clair. Je vous ai mis 2-3 autres exemples un peu bateaux si on ne passe pas par un buy the feature ou même si on y est passé. Vous pouvez utiliser le story mapping pour lotir très rapidement. Bon, je veux faire tout mon MVP d'un coup. OK, c'est ma version bêta. Ensuite, je fais tout ce qui va apporter de la valeur. Et ensuite, tout ce qui va me démarquer de la concurrence. Bon, OK. J'aurais pu choisir le flux utilisateur. Je fais le parcours d'un persona pour pas qu'il passe d'un outil à un autre. Hop, je fais son persona, puis j'en ferai un autre. Voilà. Concrètement, le user story mapping a quand même plusieurs axes de lecture, donc ça serait bien de les exploiter. C'est pour ça que mes lots ressemblent plus à cette tronche-là. Je vais utiliser le parcours utilisateur. Okay, c'est quand même lui qui l'utilise, donc il faut penser à lui. J'intègre mon MVP, forcément. Avec les devs, on a macro-chiffré que ça, c'est un XS, ça ne vaut pas grand-chose. Bon, j'en profite pour l'inclure tout de suite dans mon lot 1 parce que je sais que c'est quand même bien utile. Même si ce n'est pas du MVP, c'est quand même super intéressant. Souvent, quand on fait du user story mapping, celui-là, on a envie de le mettre là. Parce qu'on sait à l'avance que ça ne va pas coûter grand-chose et qu'on va le faire un peu tout de suite. Sauf que tout n'est pas prévisible et que pas de chance, tel développeur est malade, pas de chance, il y a des problèmes en prod, etc. etc. Et que ce truc qui coûtait pas cher, en fait, il coûtait pas... En fait, un petit peu quand même. On s'est un peu trompé dans le macro-chiffrage. Et celui-là qui coûtait cher, en fait, il coûtait extrêmement cher. Donc j'ai eu plein de paramètres qui m'ont fait déborder. Donc on va vouloir rajouter ça dans le lot 1. Et si ça passe pas, il faut en discuter avec les gens. Oui, mais en fait, on ne peut pas le faire, etc., etc. Alors que si, dès le départ, on a dit il n'est pas si important que ça, mais on le prend quand même, si on ne peut pas le faire, hop, le lot 1 s'arrête là. Il n'y a pas mort d'homme, tout le monde comprend qu'on va le faire le coup d'après, mais c'est que ce n'est pas mon MVP. Il n'y a pas sujet à beaucoup de discussions. Et ensuite, on découpe un peu comme on veut. Donc, hop, on fait le MVP, on rajoute des choses, et on vient, pourquoi pas, finaliser le tout par les fonctionnalités bonus. Voilà, il me semble que j'ai un peu tout dit là-dessus.
Le dernier point, pour familiariser les gens avec le user story mapping, je l'utilise dans mon suivi d'avancement. À chaque sprint review, à la fin, je ressors mon user story mapping. Déjà, moi, comme j'aime bien en faire, ça familiarise les gens à ce formalisme. Du coup, le coup d'après, quand j'ai demandé à des personnes de travailler avec moi, ils savent déjà à quoi ça ressemble, donc ça va être beaucoup plus facile d'en refaire. Et puis, bah, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. On a la vue projet qui est déjà faite. Je ne vais pas la refaire dans un autre outil, revisualiser, c'est déjà tout prêt. Donc, j'indique les tâches en cours, terminées, à faire. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'essaie de me détacher de l'opérationnel. Donc, ce n'est pas du 1 pour 1. Là, j'ai une US, mais en fait, mon sprint, ça en est peut-être 4. 4 parce que j'ai dû faire un prérequis technique. Et puis, au final, on devait le faire dans un sprint, mais on a dû le découper parce que ça débordait. Enfin, peu importe. Et j'ai pas envie de le mettre à jour systématiquement quand on fait un sprint planning ou autre. Donc je continue à rester macro. Moi j'ai mes liens, ça en vaut 3, ça en vaut 2. C'est un peu transparent pour les gens, c'est juste dans la discussion, mais je ne complexifie pas mon user story mapping. Bon, en tout cas, voilà, je continue à l'utiliser à ce moment-là, comme ça je le maintiens un jour. Et si à un moment donné il y a une V2 du projet, on avait décidé de ne pas faire tout ça, bah, pas besoin de refaire un user story mapping. Je le reprends, je sais qu'il est à jour. J'ai plus qu'à refaire un petit atelier pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres idées qui sont venues, et puis ça s'arrête là. C'est la fin. Je vous ai mis une sorte de petit takeaway. Normalement, j'ai parlé de tout ce qui est écrit là. Non, j'ai pas parlé que ça aide aussi les UX, les QA. Forcément, quand ils ont une vue d'ensemble de ce qu'il y a à faire, comment ça va être cadencé, pour qui, on se met d'accord plus facilement. Ça leur évite de tout de suite avoir le diamant direct et faire toutes les maquettes parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va être utilisé au début. Ils peuvent avancer avec nous sur le projet sans démarrer dès zéro et figer, ce qui va à l'inverse de mon user story mapping, où on peut s'adapter, qui vient figer. Voilà, on a décidé, il y aura telle page, telle page, telle page. Maintenant, ils peuvent avancer, ils font que la première page et ils savent que la seconde page arrive dans le lot 3. Voilà. Je vous remercie et place aux questions. Il reste un peu moins de 10 minutes. Un, deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi je voulais revenir sur le rôle du non-sachant dans l'atelier. En fait, qu'est-ce qu'il va faire exactement ? C'est vraiment pour aider l'expert à adapter son discours ? Est-ce qu'il va essayer de comprendre lui aussi le parcours de l'expert ? J'ai pas trop compris en fait ce qu'il va faire le non-sachant dans cet atelier. Il va apporter un œil neuf en Ok. fait, sur le sujet. Il va éviter à ce qu'on refasse la même chose. On essaie dans la majorité des produits à être innovant et pas refaire ce qui existe. Enfin, des fois c'est le but, hein, mais pour des raisons technologiques, mais on en profite aussi pour faire autre chose. Donc lui, ce qu'il va apporter, c'est son regard neuf sur le sujet. Il ne va pas être cantonné de ah oui, mais à chaque fois je sais qu'il faut que je sélectionne mon dossier utilisateur pour ensuite voir ces informations, pour ensuite aller cliquer sur imprimer sa facture. Il n'a jamais utilisé cet outil. Donc il dit bah, pourquoi on n'imprime pas automatiquement la facture? Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours fait comme ça, mais ça peut être automatique. Ok, donc Voilà. il peut faire des suggestions, quoi. Voilà, Oui, il oui, va oui. être force de Oui, proposition. oui, parce que Ok. souvent le projet, vous y avez un peu travaillé, donc vous le maîtrisez plus ou moins. L'expert métier le maîtrise très bien aussi. Et ben, vous allez tête baissée dans un endroit. Enfin, ça m'est déjà arrivé, on va tête baissée dans un endroit, et puis tu as la personne non sachant qui est là, qui fait et on se connecte pas, en fait. Ah bah si, on a oublié le parcours de connexion. Oui, c'était tellement évident qu'on n'y a même pas pensé. Ok, merci beaucoup. Et sinon, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire les story mapping ? Alors, principalement, je le fais en physique, parce Ok. que c'est trop mou en visio, donc je Ouais. le fais en physique. Et je le retranscris, moi, dans Miro, j'aime bien Miro, mais Miro, Klaxoon, Draft, etc. Je le retranscris. Vu que c'est pas opérationnel, j'ai pas besoin de le lier à des outils de ticketing, bien que Miro, il sache le faire. Hein. Donc je peux... Enfin, le minimum que j'ai déjà fait, c'est le relier à mes épiques, parce que ça ne bouge pas trop. Mais voilà, je le mets dans ces outils-là, parce que c'est collaboratif et c'est plus facile de le diffuser. Super, merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous, on travaille sur un grand projet. Là, vous parlez de, enfin, où tu parles, je sais pas, sur d'un atelier de 2 heures. Moi, ça me semble peu, un atelier de 2 heures pour faire tout ce travail. Alors, en fait, est-ce qu'il faut adapter la taille du projet pour que ça rentre à peu près dans les 2 heures? Est-ce qu'il faut prévoir peut-être plusieurs ateliers? Enfin, voilà, c'est la question que... Le maximum que j'ai fait, c'est 2 ateliers en parallèle qui ont duré 3 sessions de 2 heures. Ok. Parce que on y va une première fois avec un groupe, on le fait avec un autre groupe, c'était pour des questions politiques, il fallait impliquer plus de monde pour la transformation. Voilà, donc j'ai fait un second groupe avec d'autres personnes qui n'avaient pas d'expert métier là et qui avaient beaucoup plus d'idées un peu farfelues mais certaines super intéressantes. Et du coup, j'ai refusionné le tout, que j'ai remontré, on a retravaillé avec le premier groupe avec ces idées-là, puis avec le deuxième. Donc c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais les sessions de 2 heures, c'est au bout de 2 heures, les gens sont plus productifs. Donc durée de 2 heures maximum, c'est juste ça. Mais si votre user story mapping, il vous faut 10 sessions, il faut 10 sessions. Après, normalement, il va être super compliqué. Donc votre user story mapping, découpez-le. Donc ok, il a 20 colonnes, 70 tâches. Je le découpe et c'est plusieurs story mapping. Story mapping de telle grosse features, story mapping de telle autre grosse features. Il est flexible. Vous vous adaptez à votre contexte, comme vous le souhaitez. Là, dans mon exemple, j'avais un persona, mais vous pouvez en avoir 4, 5, 3 qui correspondent à tel flux, 2 à tel autre flux, pas forcément les mêmes. Des fois, ça se combine. Voilà. Trouvez la granularité qui vous intéresse. Des fois, c'est très, très macro. On va juste parler limite de... C'est que des épiques. Nos tâches, c'est que des épiques parce qu'on est déjà au-dessus. Et puis d'autres fois, on est vraiment très micro et c'est quasi que des user stories parce que on a la responsabilité d'un projet qui est déjà bien cadré par dessus. Bonjour et merci pour la conf. Juste une petite question sur le déroulement, sur ces 4 étapes. Tu mettrais à peu près combien de temps si tu veux un peu time-boxer et pas dépasser les fameuses 2 heures du coup? Alors, globalement, l'onboarding, c'est 15 minutes. OK. Et ensuite, presque systématiquement, l'idéation me prend le reste, mais 1h45. Et je fais un second atelier pour faire la suite. Voilà. C'est vraiment quand c'est tout petit, il y a 4 activités, on a mis une quinzaine de tâches. Voilà. Bonjour, merci pour la conf aussi. Question, au début, vous avez posé la question à tout le monde qui avait déjà utilisé cet outil, et donc pas mal de monde l'avait déjà utilisé, et après là, on s'est rendu compte que ça n'avait pas été forcément maintenu. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que du coup, vous arrivez à le maintenir, et c'est un outil que vous utilisez au quotidien, et pourquoi dans d'autres situations, ça ne marche pas? C'est quoi les écueils, du coup, peut-être à éviter pour... Alors, ce que j'ai eu, c'est... On fait l'user story mapping, il nous aide, mais on a le management qui n'est pas raccord avec vous et qui veut sa belle documentation bien détaillée, parce qu'il faut qu'il la valide, c'est contractuel, machin, etc. Du coup, ça vous demande un double travail, une modélisation et de le décrire. Quand c'est trop compliqué, on laisse tomber l'user story mapping. Généralement, j'ai déjà triché dans des projets où c'était déjà compliqué. J'ai fait un user story mapping moi-même. J'ai dit qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait. Juste pour le modéliser, pour montrer en sprint review l'avancement, ça me demandait du travail, mais pour familiariser les autres PO, les managers, les PM à ce formalisme. Et du coup, le coup d'après, on m'a laissé le bénéfice du doute. On m'a dit, OK, on reste large, on fait confiance, etc. Et j'ai pu faire du Confluence beaucoup plus léger. J'avais ma fiche projet, mon user story mapping en lien, mes exigences qui étaient décrites, mais je documentais pas tout. Et avec le temps, ça passe. Mais des fois, si vous êtes dans une entreprise très rigide, ça va être compliqué de le faire facilement parce que vous êtes obligé de le faire en double pour faire plaisir à l'un puis plaisir à l'autre. Donc
Essayez de gagner la confiance. Profitez de tout petits projets qui ne nécessitent pas forcément un user story mapping. Vous pouvez faire tout seul ou avec vos devs pour familiariser les gens là-dessus. J'ai déjà aussi mis en place des dojos PO pour travailler sur comment s'améliorer. Et puis au passage, j'ai glissé mon petit sujet de user story mapping. Voilà. Dernière question. Au tout début, vous avez montré 3 niveaux en bas. Donc il y avait le MVP et puis les 2 en dessous. Je n'avais pas très bien saisi. Ouais, voilà, MMP et MMP. Oui. Le MMP, Minimum Marketable Product, donc ça va être toutes les fonctionnalités qui vont vous aider à vendre le produit. Ici, c'est toutes les fonctionnalités. On travaille que sur des hypothèses. On ne sait pas. On pense que c'est un problème. On pense que c'est une solution, etc. On ne sait pas. Donc, il faut très vite valider ces hypothèses. Donc, on va très vite mettre en prod les choses. C'est le plus important. C'est plus vite on fait, moins on se trompe. Donc, on prend le minimum dans le MVP pour être sûr qu'on ne se trompe pas et que oui, la personne a bien besoin de générer des factures. Et dans ce cas-là, on va aller dans le Marketable Product et rajouter toutes les fonctionnalités qui vont permettre à l'utilisateur qui trouve l'outil intéressant. Concrètement, si je schématise autrement, ici, on peut être sur du noir et blanc. C'est joli, je l'utilise, mais c'est un peu moche. L'utilisateur ne va pas avoir envie, personne ne va vouloir l'acheter. Ici, quand on commence à mettre des couleurs, à le rendre un peu plus propre, etc., là, il va être vendable. Mais il ne faut pas attendre de faire quelque chose qui soit joli et réellement vendable pour l'envoyer en prod, parce que vous avez travaillé tout ça, et ça se trouve, votre hypothèse de base, non, l'activité, oui, il l'a demandé. À un moment donné, vous avez fait des interviews, oui, il l'a demandé, mais il l'utilise pas, et finalement, il a demandé quelque chose qu'il n'a pas besoin. Vous avez travaillé tout ça pour rien, alors que ça aurait suffi à vous montrer qu'il ne s'en sert pas vraiment. Donc il faut arriver à se décorréler de ce que je demande à développer, les briques que je mets, et le package que je vais donner à utiliser, à vendre. C'est vraiment le minimum du minimum syndical, je ne peux pas faire sans. Là, c'est réellement votre produit, vous en êtes fier. Et le MLP, vous faites plaisir aux commerciaux qui vous demandent ça parce qu'ils veulent démarcher des clients et qui veulent l'IA. Hein. En ce moment, l'IA, c'est le truc gadget. On en veut tous. Ce n'est pas utile à nos activités. Par contre, ça a des niveaux stratégiques qui peuvent être très intéressants. Donc on le fait pour faire plaisir, pour attaquer des marchés, mais l'utilisateur n'en a pas réellement besoin. Mais on le sait, on l'a mis là, c'est utile, on sait que ça ne va pas être beaucoup utilisé, mais j'en ai besoin de niveau stratégique. Oui, moi j'utilise toujours MVP, MMP, MLP, parce que c'est ce qui me parle le plus. On peut aller en Moscou ou autre, vous mettez les priorisations que vous voulez. Vous pouvez avoir que 2 blocs, l'indispensable, le reste. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi, j'aime bien ces 3 blocs. Je n'ai pas toujours des choses là-dedans, dans le dernier bloc, mais j'aime bien avoir ces 3 blocs. Je suis familier avec ça, je l'utilise souvent, donc systématiquement, sans réfléchir, je vais dessus. On me dit stop, il faut partir. Je suis désolée. Merci.